Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo sur ma chaîne où je vais parler donc de cette grande fresque qu'on vient d'avoir avec le Halley du coup dans le dernier chapitre de One Piece, le chapitre 1138 et qui fait réagir toute la communauté à fond. Moi je suis un fan comme tout le monde, ça fait longtemps que j'hésite à venir analyser, décortiquer tout ça, mais là c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Je ne peux pas m'empêcher que de venir donner mon interprétation, l'afficher, en parler. J'ai pas de personne d'entourage avec qui je peux parler de One Piece, échanger, etc. Donc moi je regarde des vidéos, je regarde les réactions des grands youtubeurs, comment dire, des théories qui se font sur internet et tout, mais j'ai rarement l'occasion de pouvoir en parler, de donner mon propre avis. Là ça en était trop, j'ai vu plein d'interprétations, je suis d'accord avec plein de choses, je suis intéressé par ce qui est dit dans plein de trucs et tout, mais j'ai ma propre interprétation aussi qui dévie un peu parfois, et je voulais en faire part à la communauté. Donc voilà la vidéo. Je place rapidement en début de vidéo, parce que bon, c'est important, mais on n'est pas là pour ça, le fait que bien sûr si vous aimez le contenu, si vous aimez cette longue vidéo, parce qu'elle va sûrement être très longue, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, etc. Vous savez, là, enfin, vous connaissez les bails, moi c'est ma toute première vidéo sur cette chaîne. Si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez en voir plus, faut dire à l'algorithme de YouTube que ça vous plaît, que vous aimez ça, que vous en voulez plus. Moi ça m'aide dans le référencement, à faire grandir la chaîne, à me permettre d'en faire beaucoup plus. Donc voilà, c'est gentil de faire un petit like. On n'est pas là pour ça, je vais sur l'analyse de la fresque. Alors la fresque, je l'ai ici sous les yeux. Voilà comment je constitue un peu mon setup. J'ai mis ma tête en bas à droite là. J'ai plusieurs écrans, donc j'ai essayé de mettre un calque ici. Petit disclaimer quand même. J'ai essayé de mettre un espèce de filtre ou sur Photoshop. Parce que en vrai, moi à la base, je suis youtubeur, mais je fais des tutos pour un logiciel de 3D, Blender. Ça n'a rien à voir. Je suis sur ma chaîne, c'est tuto Blender. Et j'ai pas à me soucier des droits d'auteur ou autre, parce que c'est du open source, c'est libre de droit. Donc là, j'ai peur des strikes. Je sais pas si ça suffira à pas me faire ban ou strike ou je sais pas quoi, j'espère, mais bon, j'ai fait ça comme ça, c'est pas très lisible. Je vous encourage, vous de votre côté, à avoir la version claire et lisible d'ouverte pour pouvoir suivre, parce que là c'est clairement juste pour que je puisse vous pointer du doigt, montrer les zones intéressantes en fait dont je parle et que vous puissiez suivre. Même si je sais que c'est pas super clair, lisible, en plus avec la compression de la vidéo et tout, ça se trouve ça sera pas bien clair, mais au moins vous pouvez voir dans quelle zone je montre. Et même moi de mon côté, j'ai plusieurs écrans. À côté, j'ai la version claire, visible du chapitre, et j'ai aussi plusieurs autres traductions du Halley, du texte qui est là. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et de l'autre côté, j'ai un peu le script de mon mode de pensée, mon Google Docs avec les différentes pistes de réflexion, parce que j'ai pas envie de rater des infos, de les oublier. Je vous le mentionne aussi dans le disclaimer que c'est pas la première fois que j'enregistre la vidéo, parce que tout à l'heure je viens de faire 1 heure d'enregistrement où je vous montrais pas mon écran, je vous montrais que ma tête comme au début de la vidéo. Donc bref, c'est vraiment dommage, ça m'énerve, parce qu'en plus j'ai la voix qui commence un peu à rouiller, parce que ça fait 1 heure que je parle. Mais bon, on va recommencer et ça va bien se passer cette fois-ci. Tout ça pour dire que j'espère que je vais pas faire des redites ou alors des trucs que j'aurais dit dans la première vidéo que j'oublierai de dire dans celle-ci. Voilà. On s'y met, tout dernier disclaimer, comme je l'ai dit, je suis un fan comme vous. En plus le chapitre est sorti il y a déjà plusieurs jours, là c'était dimanche et on est déjà mercredi quand je tourne la vidéo. Autant vous dire que moi je suis un fan comme vous, je suis allé voir les vidéos, je suis allé voir les vidéos des grands youtubeurs, de Goji, de Nina2119, du Mont Corvo, de tout, même des vidéos anglaises et tout. J'adore ça, c'est ce que je fais souvent, chaque sortie de vidéo, c'est mon petit plaisir. Mais le but ici, c'est pas de venir dire « Ouais, ça j'avais pensé avant eux, c'est ma théorie, c'est moi qui sais mieux que les autres. » Non, on est tous, et même eux je pense, on est tous là pour essayer de décortiquer, d'analyser la fresque que Oda vient de nous balancer à la gueule là, et d'essayer d'un peu mieux comprendre ensemble le monde, l'histoire de One Piece, comment ça s'est créé, etc. Tout ça. Ça c'est l'objectif final. C'est pour ça aussi que si vous avez des idées, si ce que je vais dire va vous faire naître des théories, des idées, des suggestions et tout, mettez-les en commentaire. Si vous êtes pas d'accord avec moi, mettez-les en commentaire. Alors je vais rester peut-être vague dans certains cas, parce que moi j'ai pas la science infuse. Je vais parler globalement de tout ce que j'ai compris ou pas compris, mais en tout cas de tout ce qui me fait parler. Mais il y a plein de détails, de choses auxquelles j'ai pas de réponse, auxquelles je vais peut-être pas mentionner, ou alors je mentionnerai en disant ça me questionne et j'ai envie de savoir plus, mais j'ai pas de réponse parce que j'en sais rien tout simplement. Et pourtant, je suis persuadé que tous les détails ont leur importance. Oda, il est comme ça. N'importe quel petit truc dans ce dessin a son importance.
Donc bref, ce disclaimer à part, nous on est là pour essayer de décortiquer ça et de partager quelque chose ensemble et de faire naître des théories, de faire naître des idées et tout à chacun. Et vos commentaires me feront sûrement naître des idées, plus d'idées, ou une compréhension différente du texte et de la fresque que j'ai sous les yeux. Donc je vais analyser d'abord le texte, puis la fresque, et ensuite j'aurai peut-être une partie questionnement, questions libres, ouvertes, sur certains points que je comprends pas trop quoi. Donc prenons ça depuis le début. Déjà je vais prendre le texte dans sa globalité. Je vous mentionnais tout à l'heure que j'ai différentes versions du texte à côté, parce que là, la capture qu'on a sous les yeux, c'est celle de la traduction officielle qui est sortie par Manga Plus, par Glénat. Mais avant ça, normalement, il y a tout le temps le chapitre qui leak avec une traduction qui est faite par des fans, en fait. Donc c'est une fan-made, quoi. Et c'est une traduction qui est un peu différente de celle de Glénat. On a aussi, même avec Manga Plus, la traduction officielle, on a sur Manga Plus des versions en anglais, en espagnol, en vietnamien, enfin en plein de langues différentes. Et on peut aussi comparer avec ces autres versions-là. J'aurais bien voulu trouver une version avec le texte original, quoi, en japonais. Comme ça, j'aurais pu à la limite le glisser dans ChatGPT et lui demander les différentes traductions ou significations des termes, parce que des fois un même caractère, un même kanji japonais peut être dérivé en plusieurs sens en fait. Ça pourrait intéresser d'aller analyser ça, mais j'ai pas vraiment pu faire ça, donc je me suis reporté sur les différentes versions qu'on a en anglais, en français, en fansub, en version officielle, etc. pour essayer de construire un peu tout ça. Et une observation que j'ai faite dans la construction de ce texte en global, en entier, c'est que nous, en tant que Français, on a beaucoup de chance parce que on est la seule version, la seule langue dans laquelle on a décortiqué et affiché ce texte-là en plusieurs paragraphes. Vous reprendrez la version anglaise, espagnole, vietnamienne, tout ça, sans se concentrer même sur le sens des mots. Les autres, c'est à chaque fois un gros pavé, un gros bloc, bouffe, comme ça, pour le premier monde, deuxième monde, troisième monde. Nous, on l'a séparé en paragraphes, et même quand on prend le sens derrière des mots, ces paragraphes, dans chacun des mondes, ils peuvent avoir le même sens. Il peut y avoir une construction logique qui est faite derrière. Donc, une première construction que je fais moi de ce texte-là, c'est que pour chaque monde, on va avoir le premier paragraphe qui va représenter en fait la situation initiale. On plante le décor et on décrit où est-ce qu'on se trouve, qu'est-ce qui se passe. Le deuxième paragraphe est lié plutôt à une action, à une volonté. Enfin, moi, je vais le relier au terme de volonté, tout simplement parce que, vous le savez, si vous venez regarder cette vidéo, c'est que vous êtes féru des théories et tout ça sur Internet de One Piece, vous connaissez l'histoire. Le terme de volonté dans One Piece, ça a une énorme importance. Donc pour moi, je relie toujours ça à la volonté. Mais en soi, on peut l'interpréter comme l'action, le déroulement. Et ensuite, troisième paragraphe, pour moi, c'est la réaction. Après l'action, il y a la réaction. Et enfin, en dernier paragraphe, la conclusion, ou plutôt la conséquence de tout ce qui s'est passé avant. Et chaque monde peut être interprété comme une mini-histoire de ce qui s'est passé. Donc, comme je disais au début, situation initiale, tout se passe bien. Événement déclencheur, action de quelque chose qui se passe. Ensuite, péripétie, qui est donc un mélange des deux, parce que suite à ce qui se passe au milieu et à la réaction qui se fait derrière, il y a un enchaînement d'actions qui se font, et donc ce sont les péripéties, avec résolution de l'intrigue, et donc conséquence, conclusion de cette mini-histoire. Et ça, on peut l'avoir sur nos trois mondes qui sont là. Autre observation que je fais des textes en général, c'est j'extrais la notion des dieux qui sont à l'intérieur. Donc on a 4 dieux qui sont mis en avant, et vous verrez donc les 4 dieux qui sont ici. On a le dieu du soleil, puis le dieu de la terre, le dieu de la forêt et le dieu de la mer, et ça reconclut avec le dieu du soleil qui est ici. Je vais mettre un peu à l'écart le troisième monde qui est là, qui est, on va pas se le cacher, un peu différent des deux autres, parce que c'est le monde de résolution. C'est là où tout se termine, tout se conclut. Il n'y a pas vraiment... c'est un peu à mettre à part. Là, on est sur bien sûr, le premier monde et le deuxième monde qui sont, d'après moi, les deux grandes destructions qu'ont connu le monde de One Piece. Donc à chaque fois, il y a une destruction, un machin. Là, il n'y a pas à la fin vraiment de destruction ou d'ouverture sur la suite, vu qu'on est en train de résoudre. Donc on n'a pas d'ouverture et d'ouverture sur autre chose qui viendrait après. On est juste sur la conclusion et c'est fini. Mais là où je veux en venir, c'est reprendre donc ces deux premiers mondes ici avec les dieux qui y sont mentionnés. On n'a pas de répétition de dieux d'un texte à l'autre. On a le dieu du soleil et de la terre qui sont ici et la forêt et de la mer qui est là. Et la manière dont ces textes mettent en avant les dieux me mène à croire qu'il ne faut pas vraiment mettre les dieux d'un côté et l'humanité, les peuples de l'autre.
d'après moi, les dieux sont eux aussi à mettre en conflit ou en opposition. Ces textes mettent en opposition les dieux eux-mêmes entre eux. Donc il ne faut pas juste croire, penser simplement que ah ouais, il y a les dieux, ils sont dans leur monde, il y a d'un côté, et de l'autre côté, on a les peuples, les différents peuples qui existent et qui sont en conflit avec les dieux. Il y a aussi un conflit entre les dieux. Et on le voit ici dans le premier monde, et on va commencer à analyser du coup ce premier monde. On va commencer à analyser ce premier monde, pardon, je suis désolé, je relisais un peu les textes derrière pour voir si j'oublie pas une notion. Mais voilà. Ici, donc vous les avez sûrement déjà lus, on va le refaire. Sur Terre, il y avait les flammes. Pour moi, qu'est-ce que ça revêt comme signification, les flammes? Attendez, parce que j'ai ça qui est mal retracé ici. J'avais changé un peu tout à l'heure quand j'avais enregistré. Les flammes, il y avait des flammes, donc il y avait déjà une situation qui était pas ouf sur la Terre à la base. Il faut savoir que ça, on est sur une base qui est pas forcément la création du monde, mais qui est l'an 0 du calendrier One Piece. On le sait tous, et je pense que c'est le doc de One Piece Passion TV qui a dû mentionner ça, mais je m'étais fait la réflexion moi-même déjà avant sur le fait que, effectivement, dans One Piece, on parle souvent d'un calendrier, et du coup, le siècle oublié qui revient à il y a 800, 900 ans en arrière, mais ça revient pas à l'an 0 de ce calendrier. Et on ne mentionne jamais l'an 0 de ce calendrier, mais pour moi, là, le premier monde qui est décrit ici, c'est l'événement qui marque l'an 0 du calendrier One Piece, mais pas forcément de la création du monde, genre de la planète, tout ça, de One Piece. Ça remonte à encore avant. Donc les flammes existaient déjà avant ça, mais sur cet an 0, voilà la situation initiale. Il y a des flammes, les hommes existent aussi, ils sont consumés par leur avidité, donc ils ont cette avidité, cette soif de vouloir exploiter pour eux, pour un meilleur, pour leur confort, j'imagine, et ils touchèrent le soleil interdit. Ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai entendu quelque part. Alors, je vais essayer de citer les sources à chaque fois, hein, si je peux, mais en vrai, non, je serais incapable de tout le temps citer les sources. Là, si je me souviens bien, il y avait un live, encore du doc, qui était fait avec, ou pas un live, mais un truc en enregistrement, où il le faisait avec un autre youtubeur que pour le coup, je connaissais pas. Et cet autre youtubeur-là a clairement mentionné que il est important dans ce texte de distinguer le soleil interdit ou le soleil avec le dieu soleil. Et je suis d'accord entièrement avec lui là-dessus. Et pour moi, le soleil, ou soleil interdit ici, représente les ressources. Un peu comme Mother Flame. Mais c'est pas forcément Mother Flame tel quel, parce que Mother Flame, pour moi, c'est ce qu'a créé Vegapunk. Là, on n'est pas sur le moment où Vegapunk a créé quoi que ce soit. Pour moi, là, on est sur l'exploitation des ressources, et pour moi des ressources, genre les ressources fossiles, les ressources de la Terre, et des ressources qui sont épuisables. C'est un parallèle avec notre monde, clairement, où on est en train d'épuiser les ressources naturelles de la Terre, et pour moi ça c'est le soleil interdit. J'imagine ça comme le noyau de la Terre, le noyau au centre vraiment de la planète, où on a cette espèce d'énorme boule de gaz qui chauffe, tout ça, cette espèce de mini soleil qui est au centre, et ça rejoint la fresque en dessous, où on vient creuser dans les profondeurs de la Terre pour puiser cette énergie à l'intérieur. Donc l'homme est en train de puiser par son avidité les ressources terrestres épuisables, et donc surexploiter les ressources de la Terre. Ensuite, on a donc ça c'est situation initiale, voilà ce qui se passe. Deuxième, c'est l'action, l'appel à l'action, la volonté qui se met derrière. La volonté, pourquoi je relie à la volonté? Parce que les esclaves se mirent à prier. Dans une prière, il y a une volonté d'un monde meilleur, la recherche d'une amélioration, la volonté de résoudre certains problèmes. Donc, liaison avec la volonté. Et le dieu du soleil répondit à leur appel. Et là, on a donc ce dieu du soleil qui, alors suivant les traductions, il n'y a pas forcément répondu. Dans la version fan trad là, ils disent plutôt que le dieu du soleil leur apparut. Les esclaves se mirent à prier et le dieu du soleil leur apparut. L'apparition, c'est quand même différent d'une réponse. Une réponse, ça implique que voilà, soit il a répondu, il a résolu leurs problèmes, soit il leur a répondu, il leur a parlé, il y a une interaction avec eux, mais le fait qu'il leur apparaît, c'est quand même différent. Mais le fait qu'il leur apparaisse peut aussi mener au fait que, ok, le dieu du soleil apparaît, les esclaves ont quelqu'un à louer, quelqu'un à célébrer, à qui prier, quoi. Ils prient pas plus dans le vide, mais il y a quelque chose qui est là pour représenter ça.
Mais quoi qu'il en soit, ce dieu du soleil, il est, dans un sens, parce que moi je suis humain, donc je vais prendre parti, bien sûr, il est bon, il est pour les esclaves, il est pour, c'est un dieu d'empathie, c'est un dieu qui vient se mettre, qui va compatir avec le problème des esclaves, qui va venir essayer d'aider, de créer, voilà, c'est de la bonté. Et donc, j'aime pas vraiment dire que c'est le dieu de bonté, parce que par opposition, on viendrait dire que l'autre dieu, le dieu de la terre, qui est empli de colère et qui se dresse contre eux, serait un dieu méchant. Or là, moi, je l'interprète pas vraiment comme de la méchanceté en tant qu'il est méchant profondément au fond de lui, mais le dieu de la terre représente du coup la terre, et donc la surexploitation qu'ont fait les hommes envers lui fait que il est victime quelque part là-dedans. Donc le dieu de la terre est un peu une victime et se défend. Et là-dedans, j'ai pas envie de dire qu'il est mauvais ou qu'il est méchant, en plus que il y a une incompréhension de la part du dieu de la terre qui lui représente les humains comme un tout, comme le peuple humain, et qui ne vient pas distinguer derrière le fait qu'il y ait à la fois les humains persécutés, les esclaves, qui ne dirigent rien, ils contrôlent rien, eux ils obéissent, ils sont forcés d'obéir et de faire ce qu'on leur demande de faire, ils ne sont pas forcément à la base de cette volonté d'exploiter les ressources naturelles, mais donc il y a des esclaves, et qui dit esclave dit qu'il y a aussi des humains avides, une hiérarchie, des gens au-dessus qui viennent prendre les décisions et contrôler et définir à quoi ressemble le monde, comment est-ce que devrait se dérouler les choses. Et c'est eux qui sont les décideurs. Donc non seulement il y a une distinction, une séparation entre les dieux qui sont mis en opposition, un dieu qui va venir aider les humains parce qu'il les comprend, il comprend la souffrance des esclaves et il veut les aider, un autre dieu qui lui ne comprend pas et qui fait pas de distinction entre les humains et qui va donc aller contre les humains et se dresser contre eux. Ça c'est l'opposition qu'on peut faire entre les dieux, mais on peut faire une opposition bien sûr entre les humains entre eux, parce que les humains, eux, y en a qui sont esclaves et d'autres qui sont avides et qui sont dans la maîtrise et qui contrôlent et tout ça. Ça, c'est tout implicité. Je sais pas comment on le dit. Là, ça fait plus d'une heure que je parle, j'en perds mon français. Mais on a aussi ces esclaves qui, du coup, ont une distinction entre eux. Donc, il y a une distinction entre les dieux et une opposition entre les humains eux-mêmes aussi. Et on voit donc qu'il y a cette opposition entre le dieu de soleil et le dieu de la terre. Il y aura une opposition qu'on verra après entre le dieu de la forêt et le dieu de la mer, qui se fera aussi, et que je vous expliquerai quand on sera dans le deuxième monde. Ce que je veux mettre ici, c'est que du coup, tous les dieux ne sont pas forcément mauvais, ni bons en fait, mais ils ont chacun leur point de vue et ils sont pas forcément copains entre eux. Voilà, c'est ça le point que je voulais mentionner là-dedans. Mention spéciale, petite parenthèse sur le dieu du soleil qui est tout seul dans son troisième monde ici. C'est normal parce que du coup il n'y a pas de conflit qui est créé pour réouvrir un quatrième monde derrière. Donc il est là pour conclure. Mais non seulement il est là pour conclure, mais c'est le dieu du soleil qui était là à l'ouverture également. C'était là lui qui était aussi là pour venir ouvrir le récit. Donc on a cette espèce de clôture qui se fait entre le dieu du soleil qui a tout commencé ici dans le texte et qui finit tout là aussi. Peut-être, et je dis bien peut-être, que c'est parce que le dieu du soleil a répondu, je sais même pas si c'est correct mon français maintenant, mais peut-être parce que c'est le dieu du soleil qui a répondu à l'appel des esclaves que le dieu de la terre s'est dressé. Mais s'il n'avait jamais répondu à l'appel des esclaves, est-ce que le dieu de la terre aurait pris la peine de lui aussi venir interférer dans tout ça ? Peut-être, je sais pas. Mais je pose la question. Donc c'est lui qui commence un peu tout, et c'est lui qui termine tout ici. Voilà. Si on continue l'analyse du premier monde qui est ici, on a, suivant les traductions, donc on a... attendez, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de désactiver ça, ok. Je voulais plus vous montrer les dieux. Suivant les traductions qu'on peut avoir, là c'est la traduction officielle où en fait le deuxième paragraphe inclut dedans, mais le dieu de la terre rempli de colère se dressa. Alors que si on regarde la traduction des fan-made, dans les versions qui ont leak, eh bien, on a aussi cette séparation en paragraphes, dans la version française, mais eux, ils vont inclure la partie du dieu de la terre qui se dressa avec le serpent des flammes infernales qui unifie ses forces, ils unifient leurs forces entre eux. Et j'aime bien distinguer ça et mettre cette partie-là, dans le troisième paragraphe en dessous,
parce que ça vient créer une sorte de réaction à ce qui s'est fait avant. Alors peut-être que j'ai faux, peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais j'aime bien faire ça. Donc si je lis, moi, je l'ai mis à côté, la traduction faite par les fans en leak avant la sortie officielle, le troisième paragraphe dit ça: mais le dieu de la terre, en colère, enveloppa le monde de mort et d'obscurité aux côtés du dieu serpent, aux côtés, pas du dieu serpent, justement, c'est pas un dieu, aux côtés du serpent aux flammes infernales. Et donc on a ici, avec le serpent des flammes infernales, ils unifièrent leurs forces, le monde tout entier fut englouti dans la mort et l'obscurité. Pour moi, et comme plein d'autres gens sur internet, tout ce que j'ai pu voir et tout, alors je regarde pas X, je suis pas sur X du tout d'ailleurs, je regarde pas non plus Reddit, je sais pas où est-ce que les gens vont prendre leurs sources aussi, mais je sais que c'est deux grosses sources. Moi je regarde souvent juste des vidéos sur YouTube, hein. J'ai pas le temps de creuser beaucoup plus que ça, et si j'allais sur X, ce serait sans fin, je m'arrêterai jamais. Donc je vais sur YouTube, je lis pas non plus trop les commentaires sous les vidéos, mais j'écoute ce que les grands YouTubeurs font comme théorie et tout ça. Donc de ce que j'ai pu lire en tout cas, la théorie qui ressort le plus, c'est que avec ça on est sur la création de Redline, et ce qui implique donc le dernier paragraphe, la séparation, ils ne jamais plus leur chemin ne se croisèrent, et donc on a une division qui se fait, Redline divise en deux, et donc on peut plus croiser les chemins parce que on a séparé les peuples. Pour moi c'est une séparation des peuples. Alors le jour où j'ai lu le scan, enfin la toute première fois que j'ai découvert le chapitre, que j'ai lu et tout ça, la première chose auquel j'ai pensé avec ces trois mentions de jamais plus leur chemin ne se croisèrent, et au final si leur chemin se croisera à nouveau, j'ai pensé aux souverains dont parlaient les rois des mers. Lorsque Oden et Roger sont sous la mer et qu'ils entendent la voix de toute chose, ils entendent les rois des mers parler, et comme quoi les souverains se réuniront, ils pourront se voir à nouveau, en parlant de Shiroshi et des 10 ans dans lesquels elle naîtra, etc. et tout. J'ai pensé à ça. Je n'exclus pas cette théorie encore, même si mon analyse derrière du Alley et de la fresque m'emmène plus sur la voie de la création de Redline qui est ici. Et peut-être aussi potentiellement une séparation entre, une réunification, une séparation entre le soleil et la lune. Il y a cette mise en opposition aussi du soleil et de la lune, et il y a quelque chose à creuser derrière. Je peux pas aller très très loin avec ça, mais il y a un truc là derrière. On verra aussi plus tard ce truc-là. Donc voilà, là j'ai la séparation, distinction avec la création de Redline. Notamment sur englouti dans la mort avec les flammes, tout ça j'imagine, et l'obscurité. L'obscurité nous intéresse ici parce que si on regarde physiquement ce que représente Redline, c'est un mur immense qui fait 10 000 mètres de hauteur. 10 000 mètres de hauteur. 10 000 mètres de hauteur, c'est haut. Et pour moi, ça crée forcément une énorme ombre sur le monde entier. Ombre qui donc plonge dans l'obscurité physiquement, quoi. Avec l'ombre de Redline qui est portée sur les eaux. La mort, engloutie dans la mort, via des flammes, pour moi c'est le serpent de flamme ou autre chose. Il a dû y avoir des catastrophes naturelles, volcaniques, magma, je sais pas trop quoi, incendie, ce genre de choses. Mais là, on n'en est pas témoin aujourd'hui, on peut pas forcément en parler parce que derrière, on a cette montée des eaux qui est apparue lors du siècle oublié. Et ça efface toute trace de si jamais il y avait des sécheresses, des incendies, du magma, des machins et tout. On n'a pas vraiment ces traces-là qui peuvent subsister aujourd'hui dans le monde de One Piece pour pouvoir en parler. Mais englouti dans la mort des flammes infernales, pour moi ce serait des catastrophes naturelles dans le sens éruption volcanique, coulée de magma, incendie, sécheresse, tout ça. Mais on n'en a pas de trace aujourd'hui. Par contre l'obscurité, pour moi c'est Redline qui porte une ombre sur le monde et qui met dans l'obscurité. Ça nous amène au deuxième monde, où là encore une fois, situation initiale, on met dans le contexte, on est dans le néant, et il y a un souffle qui prit vie. Pour moi, c'est le souffle qui prend vie, c'est la création, c'est la naissance. C'est important pour moi le côté naissance, et on verra plus tard quand on parlera un peu avec de la fresque, etc. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Beaucoup de gens parlent de ça, le disent, mais pour moi, on parle des fruits du démon ici. Pourquoi ? Parce que le dieu de la forêt implique des arbres, les arbres impliquent les fruits, et on parle des démons derrière. Bon, fruits du démon, la logique est pas compliquée à comprendre, et je suis entièrement pour cette notion-là. Les fruits du démon ont été créés à cette époque-là, à ce moment-là.
et c'est une résultante de la fin du premier monde, et donc il y a le souffle de vie, quelque chose qui naît, et ça c'est pour moi c'est important à voir aussi après le côté naissance qu'il y a derrière. Il y a une autre interprétation, c'est que certaines personnes disent que le dieu de la forêt pourrait être Im, qui envoie ses démons, dans le sens, les démons qu'on voit, le Gorosei, la transformation qu'ils ont, c'est tout à fait démoniaque. Ça a tout des enfers, des formes noires, et tout ça. Donc, je n'exclus pas ça. Ça me dérange dans la construction que je veux faire derrière et tout, donc c'est pas le chemin que je prends, mais je l'exclus pas parce qu'il y a une certaine forme de logique derrière. Voilà, mais le dieu de la forêt, si je reprends les autres traductions que j'ai, en anglais, ce serait pas plutôt envoyer ces démons, mais plutôt apprivoiser. Le terme qui est utilisé, c'est tamed, et tamed, c'est plutôt apprivoiser. Donc à apprivoiser ces démons, ça change quand même la signification qu'on peut avoir derrière. Et je sais pas trop quoi en faire derrière, mais même envoyer, le fait d'envoyer ces fruits du démon, pour moi c'est, il y a un petit hic quelque part. Donc potentiellement notre fruit du démon serait pas la raison, la solution à cette phrase là, mais quand même j'y vois une certaine logique. Donc je reste sur le côté fruit du démon. Le soleil répandait que la guerre et ses flammes. Les autres traductions sont à peu près pareilles. Il y a les flammes de la guerre ou la guerre et ses flammes. Dans les deux sens, ça va on va dans la même direction. Donc je reste sur une situation comme ça qui est cohérente dans les différentes descriptions et traductions que j'ai. Pour moi, je reste encore sur le fait que le soleil est à distinguer du dieu soleil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc là, on parle de ressources, d'une ressource d'énergie en tout cas, qui est différente du soleil interdit. En quoi ? Pour moi, il y a une distinction à faire parce que autant on est encore sur une ressource, une source d'énergie qu'on utilise et qui est donc la source du conflit. Les différentes nations ou les différents peuples ou quoi qui sont en guerre sont en clair pour la maîtrise de l'énergie, pour le contrôle de l'énergie, pour l'avoir cette énergie-là. Pour moi, à la suite du premier monde, et du chaos, et de la mort, et de l'obscurité, et de tout ce qui est fait, il n'est pas impossible que, comme pour nous maintenant dans notre monde actuel, il y ait eu une perte de connaissance. Un oubli, soit une perte de connaissance, soit tout simplement, là, il y a une sorte de renaissance, et donc on n'a pas conscience et connaissance de la technologie ou des connaissances qu'il y avait dans ce premier monde-là. C'est vraiment distinct. Le premier monde, c'est autre chose que le deuxième monde. Tout comme notre troisième monde, c'est différent que le deuxième monde. Là, on parle du siècle oublié ici, on n'a aucune connaissance du siècle oublié. Parce que le gouvernement mondial a tout effacé. Mais qu'est-ce qui nous dit que à la fin du cataclysme de ce premier monde, quelque chose a fait que il n'y ait aucune connaissance qui soit transmise de ce monde-là à celui-ci. Du coup, le soleil interdit, la source d'énergie qui était à la base de la colère de ce dieu de la terre ici, elle n'est pas pu perdurer sur les années jusqu'ici. Donc là, tout ce qui reste, c'est un reste d'énergie. Il reste un peu de cette énergie-là qu'on peut encore utiliser, parce que, je sais pas moi, système de stockage, batterie, j'en sais rien, mais on peut encore utiliser le reste de l'énergie qui était puisée là-dedans, mais on ne sait plus comment l'extraire, on ne sait plus comment la créer, d'où elle provenait. On a juste cette énergie-là. Et vu qu'elle est hyper rare, et non seulement rare, mais épuisable, et qu'ensuite on ne peut plus la recréer, elle crée forcément des guerres pour la contrôler et pour en être maître de cette énergie qui reste. D'où ça répand la guerre partout, les flammes de la guerre partout. C'est mon interprétation de ce truc qui est ci. Ensuite, on a le peuple de la demi-lune qui fit un rêve et le peuple de la lune aussi qui eut sa vision. Bon, tout le monde, apparemment, sur Internet, se met d'accord pour que le fait que le peuple de la demi-lune, c'est le peuple des Di. Le Di étant le D croissant de lune, le sourire, etc. Voilà, et même si je ne me trompe pas, les kanji japonais puisent leur source dans une écriture même plus ancienne qui représente la lune, etc. Donc on est vraiment là-dedans, et je ne nie pas, moi ça me va très bien. Je reste sur le peuple de la demi-lune, c'est le peuple des Di. Le peuple de la lune, pour moi, ça représente le peuple de Wano Kuni, là. Kuni, ça veut dire peuple, je pense. Donc, le peuple de Wano. Pourquoi ? Parce que derrière, on parle aussi de la lune fragmentée, fragmentation de Wano. Si on reprend tous les différents clans de Wano, ils sont très liés à la lune, etc. Donc pour moi, je reviendrai aussi quand on parlera des peuples fragmentés ici sur Wano, mais le peuple de la lune entière, c'est Wano. Suivant les traductions, là on est sur fit un rêve et eut aussi sa vision.
Dans le texte anglais, c'est Reva et Reva aussi dans les deux cas. Dans le texte des fansubs, c'est fit un rêve et fit un rêve également. Les deux firent un rêve. Ou vite un rêve, mais dans les cas, à chaque fois on est sur le côté du rêve ou de la vision, parce que même dans le côté fansub là, on avait vit un rêve, donc c'est encore de la vision, mais d'un rêve également, donc on a les mêmes termes qui reviennent, c'est à peu près la même chose partout. Je l'associe encore une fois aux notions de volonté dans One Piece, parce que encore une fois, quand on fait un rêve ou quand on a une vision, c'est que on veut arriver à un certain idéal, on veut arriver à quelque chose, on a cette volonté là, et encore une fois dans One Piece, la volonté c'est très important. Donc, on est sur cette volonté qui est ici, et ça va faire naître quelque chose, j'imagine. Ils ont un rêve, ils font un rêve, ils veulent arriver à quelque chose, ils mettent en place des actions pour arriver à ça. Et suite à la guerre et tout ça, les hommes tuèrent le soleil et devinrent dieux. Tout le monde est d'accord, je pense encore une fois, pour faire le parallèle avec la naissance du gouvernement mondial et des Tenryubito qui s'autoproclament dieux. Donc c'est là que les hommes devinrent des dieux. Et on est bien sur les hommes et on commence à parler de race spécifique, alors que là on parlait de peuple jusque-là. Même avant on est sur le peuple de la demi-lune et le peuple de la lune. Donc on ne faut pas parler des Kozuki en particulier, parce que ça c'est un clan du peuple de Wano, mais il faut parler du peuple entier. C'est pour ça que je parle de Wano dans sa globalité. Là on est sur les hommes et donc on est en train de spécifiquement cibler une race en particulier. Et d'ailleurs les Tenryubito ne sont que des hommes, il n'y a pas de Tenryubito géants, tu vois, par exemple. Donc ce ne sont que des hommes. Donc pour moi, le fait que les dieux, les Tenryubito, tout ça, ça a du sens là-dessus. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par tuer le soleil ? Encore une fois, le soleil, pour moi, ça représente l'énergie, la source d'énergie. Donc, tuer le soleil, c'est-à-dire que je pense qu'au terme de cette guerre, ou pendant cette guerre, à ce moment-là, les hommes arrivèrent à détruire cette source d'énergie, ou à se l'accaparer. En tout cas, le terme de tuer implique, je pense, qu'ils l'ont détruite. D'ailleurs, aujourd'hui, elle n'existe plus. Le côté Tenryubito, Im et tout ça, et le gouvernement mondial, Im doit voler Mother Flame que Vegapunk vient de recréer pour pouvoir avoir cette énergie-là. Donc, elle n'existe plus, cette énergie-là, ce soleil qui était là. Donc, ils réussissent à tuer le soleil. En détruisant la source d'énergie, qui était la source du conflit, parce que le conflit, c'était tout le monde se bat pour avoir cette énergie-là, eh bien, ils détruisent la source même de cette guerre, de la naissance de cette guerre. Comme ce sont les vainqueurs derrière de tout ça, eh bien, ils écrivent l'histoire et ils peuvent s'autoproclamer Dieu. Pour moi, c'est l'interprétation que j'en ai derrière. Mais ils ne résolvent pas le problème en soi. Ils vont soumettre les autres. On continue d'avoir cette séparation avec l'esclavagisme qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs, qui existe encore, et le mensonge et la manipulation et tout ça. Donc, il n'y a pas de résolution de conflit derrière. Et on ne sait pas de quelle manière ils ont tué le soleil, de quelle manière est-ce qu'ils ont pris le pouvoir et tout ça. Donc, la conséquence de cela a peut-être mené à l'énervement du dieu de la mer, qui, dans cette traduction officielle, se dressa, et c'est presque même ce mot-là qui m'a emmené à chercher d'autres traductions, parce qu'il était important pour moi de garder le terme de dressa. Malheureusement, dans les autres traductions, on n'a pas vraiment ça, c'est plutôt le côté il s'énerva, il se mit en colère, en fureur, etc. Donc c'est vraiment juste le dieu de la mer s'énerva. Mais comme étant le dieu de la mer, il a pu créer des cataclysmes, créer des choses, mettre en place un certain nombre de cataclysmes naturels. Parce que, et c'est là que je diffère un peu avec tout ce que je vois sur Internet, pour tout le monde, la destruction qu'il y a dans ce deuxième monde, ou en tout cas les conséquences de ce deuxième monde, c'est la création de Grand Line. Autant ici on avait Red Line qui se créait, autant là normalement on a Grand Line qui se crée. Je dis normalement parce que c'est vis-à-vis de ce que tout le monde dit sur Internet. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Ce que je pense ici plutôt, c'est que au lieu que ce soit Grand Line qui se crée, et effectivement, ça rescinde encore, ça redivise encore les peuples. Jamais plus les chemins ne se croisèrent. Ce serait la même chose, tu vois. On a encore redivisé et encore ça ne se croise pas, etc. Je vois la logique derrière et je suis d'accord avec ça. Pour moi, c'est plutôt la montée des eaux qui est le gros cataclysme qui est ici. Et le dieu de la mer, empli de rage, se dressa. Eh bien, c'est la montée des eaux qui va refragmenter encore les terres qui étaient des continents en îles qui ne communiquent même plus entre elles. Les îles ne communiquent même plus entre elles. Et donc, on a ici, ce qui se passe, c'est la montée des eaux. Pour moi, c'est ça qui se passe ici.
J'aime plus leur chemin de se croiser. Encore une fois, voilà, séparation physique même des peuples qui ne peuvent plus se rencontrer. Encore plus cette fois-ci avec la création des différentes îles qui peuvent même plus communiquer entre elles, quoi. Et ça nous mène au troisième monde qui est ici, où, situation initiale, on est dans le chaos. Et dans le chaos, il y avait le vide. Pour moi, le vide, c'est clairement le siècle oublié. Hein. En anglais, siècle oublié, c'est The Void Century. Void signifiant bien sûr vide. Donc on est vraiment bien dans ce vide qui est donc le siècle oublié, le siècle vide, manquant. Dans le chaos, c'est parce qu'on est dans la résultante de ce deuxième monde. Qu'est-ce qui résulte de ce deuxième monde? Et est-ce que justement ça vient appuyer aussi ma théorie sur le fait que ce serait la montée des eaux ici? Parce que le fait de scinder des continents en plein d'îles qui ne peuvent même plus communiquer entre elles, est-ce que ça ne crée pas un plus gros chaos que de devoir juste séparer avec Grand Line en deux, encore une fois, les différents les peuples, quoi. Quoique là, attendez, je suis en train de réfléchir. Bon, je vais me faire l'avocat du diable. Attendez, parce que oui, je me fais l'avocat du diable. Il est possible effectivement que si on prend le côté, là c'est la création de Grand Line, effectivement, la création de Grand Line emmène tout un déséquilibre météorologique, dans la création de plein de phénomènes qui sont pas censés se faire, de désorientation et tout. Donc là, effectivement, de ce point de vue-là, on est sur un chaos. Et donc ça pourrait expliquer le chaos. Bon, je reste moi sur mon côté de ici on est sur la séparation en plein d'îles et donc ça crée le chaos entre les îles et il y a le vide à cet endroit. Les traces défavorables se souvinrent du jour promis. Les traces défavorables pour moi c'est les poneglyphes. Pourquoi? Parce que on est sur des traces, quelque chose qui reste des anciens temps. Les poneglyphes, c'est clairement quelque chose qui a perduré dans les âges, et j'ai essayé de trouver d'autres traces de ce qui aurait pu perdurer à travers les âges. J'ai pensé à la cloche de Chandora, la flamme de Chandora, là, qui a pu peut-être traverser les âges, qui serait une trace du passé. J'ai pensé au Noah aussi, mais il y a peu de choses là-dessus, et pour moi, une trace défavorable, c'est clairement les poneglyphes qui, dans le système actuel, tel que les nouveaux dieux se sont autoproclamés, c'est défavorable au système, c'est pas bon pour le système. Et il se souvint du jour promis, parce que bien sûr, sur les poneglyphes est marqué l'histoire du monde, et donc la promesse, etc. Donc, pour moi, ça a du sens. Pour moi, trace défavorable, ce sont les poneglyphes. D'une part. D'autre part, derrière, la voix de la lune fragmentée résonne. Pour moi, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ça fait référence à Wano Kuni, parce que la lune fragmentée, Wano, de par physiquement l'état de l'île, c'est une île fragmentée. Les clans sont fragmentés, représentent chacun un état de la lune ou une partie de lune, enfin sont liés à la lune. Ensemble, ils représenteraient le peuple de la lune, mais en fragmenté, en différents clans comme ça représente une lune qui donc est fragmentée. Et en plus, la voix de la lune résonne, ça fait écho, je pense, à la voix de toute chose, qui donc est compris dans les poneglyphes. Les poneglyphes ont bien sûr la voix de toute chose, comme toute chose d'ailleurs, et les poneglyphes ont été taillés par les Kozuki, qui font partie du coup, qui sont un des fragments de Wano, quoi, un des clans de Wano. Donc pour moi, tout ça se lie entre eux de cette manière-là, ça se lie ensemble de cette manière-là. Et après, le dieu du soleil danse et sourit, tout en guidant le monde vers sa fin. Je vais pas m'étendre trop sur toute la fin qui est ici. Le soleil reviendra, une aube nouvelle se lèvera, et ils se croiseront sûrement à nouveau. Je reviens pas sur ça parce que tout le monde a théorisé de manière très logique là-dessus. Luffy, ou si c'est pas Luffy, Nika reviendra, il guide le monde vers sa fin, etc. Le soleil revient parce que ça c'est une théorie très ancienne, mais j'imagine que si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes féru aussi de tout ça, de théorie et tout, donc vous serez au courant un peu de tout ça, mais il y a la théorie qui date d'il y a une vingtaine d'années, comme quoi la fin de One Piece serait la destruction de Red Line, qui permettrait de réaliser tous les rêves des Mugiwara, de détruire en même temps l'île des hommes poissons et de mener à bien la prophétie de Shirley, etc., etc. Il y a plein de choses qui se créent, All Blue qui apparaît, etc. Ça réunifie tous les mondes. Pour moi, ça permet de réunifier tout le monde, ils se recroiseront de nouveau, etc., etc. Donc ça soulève tout ce qui est derrière. D'autant plus que, ça je l'ai entendu aussi quelque part, je sais pas si c'est pas
c'est peut-être Nina2119 qui disait ça, mais j'aime beaucoup l'idée, c'est que je reviens sur cette notion de redline qui est hyper haut, c'est 10 000 mètres de hauteur quand même. 10 000 mètres de hauteur, non seulement ça porte une ombre sur le monde, mais ça empêche à plein de gens de voir l'aube, parce que l'aube pour eux, c'est lorsque le soleil dépasse redline. Or, si on détruit redline, les gens verront une aube nouvelle. Ils reverront une nouvelle aube à l'horizon de la mer, quoi. Donc, c'est très poétique, très beau. J'aime beaucoup ça. Et je reste sur cette théorie que tout le monde se fait de ça dessus. Donc ça, c'était mon explication pour le texte, hein, le Halley qu'on a ici, les 3 textes en général. Où, voilà, vite fait, si je résume ici, les hommes épuisent les ressources naturelles, surconsomment d'ailleurs les ressources naturelles, ça énerve le dieu de la terre qui va se réveiller et créer Redline. En parallèle, les esclaves, eux, se sont mis à prier parce qu'il y a aussi une fragmentation dans les humains et c'est un conflit entre eux, et donc ils prient et le dieu soleil répond à leur appel, donc il se passe quelque chose avec le dieu soleil à ce moment-là. Ensuite, Dieu serpent des flammes infernales, tout ça, donc ça crée Redline. Ici, il y a une guerre pour les restes de la source d'énergie qu'ils utilisaient à cet endroit-là. Une guerre qui fait naître une vision pour les peuples de demi-lune et de lune, parce qu'ils rêvent d'un monde nouveau, d'un monde uni et que tout le monde soit en paix, etc. D'une belle vision. Sauf que c'est les hommes et pas les peuples de lune ou de demi-lune, mais c'est les hommes qui tuent, qui réussissent à mettre fin à la guerre, mais en même temps d'être vainqueurs et donc de porter leurs propres idéaux et de se lever en tant que dieu. Ça énerve aussi le dieu de la mer. Et d'ailleurs là, je voulais faire la distinction. C'est bien que je fasse une revisite des trucs, parce que le dieu de la mer, je voulais mettre en opposition avec le dieu de la forêt. Autant le dieu de la forêt, je l'imagine comme étant celui qui va dispenser ou créer et délivrer les fruits du démon qui sont là, autant le dieu de la mer, donc il va aider en quelque sorte les hommes à leur octroyer des pouvoirs, à leur octroyer c'est quoi, Vegapunk disait que c'était la résultante des espoirs ou des rêves des hommes, les fruits du démon. Et donc là, entre guillemets, on pourrait dire que le dieu de la forêt, octroyant ses pouvoirs et incarnant les espoirs des hommes à travers les pouvoirs qu'ils ont dans leur fruit du démon, c'est quelque chose de bénéfique pour les hommes, ça vient à ça. Autant le dieu de la mer qui, lui, non seulement se dresse contre les hommes, mais vient aussi apporter la malédiction qu'ont les détenteurs du fruit du démon. La malédiction, c'est qu'ils peuvent plus nager et qu'ils sont maudits par la mer. Et donc, ils sont rejetés parce que le dieu de la forêt leur a octroyé, leur fournit, donc lui provide en anglais, ça me perturbe, mais il donne les fruits du démon, et le dieu de la mer, lui, s'oppose à ça et va même maudire derrière, mettre une malédiction comme quoi les utilisateurs qui ont suivi le dieu de la forêt, que moi je suis pas content avec le dieu de la forêt, ils pourront plus nager dans mes eaux, tu vois. Donc c'est une opposition que je fais encore une fois entre ces deux dieux qui sont là. Encore un dieu qui serait bon et un dieu qui serait mauvais par opposition en vrai. Mais on peut pas vraiment dire qu'il est mauvais tant qu'on ne connaît pas non plus sa version des faits. Le dieu de la mer, il a peut-être des raisons d'être méchant, et c'est peut-être juste une défense qu'il fait de son côté. Donc voilà, ça c'était bien. Et enfin, donc on vient rétablir l'ordre ici et mener le monde vers sa fin, et tout va bien, etc. Donc, fin de la description du texte, de l'analyse du texte, et on va analyser la fresque, parce que elle apporte son lot d'informations. Il y a des informations qu'on a dans le texte, mais pas dans la fresque, et inversement, et en même temps, ils se lisent tous ensemble. Donc la fresque, si je veux la voir globalement, encore une fois, comme j'ai fait pour le texte, j'ai vu une vision globale. Beaucoup de gens vont venir faire les séparations en deux, en voyant le côté droit et le côté gauche. Je pense que c'est Goji qui disait que le côté droit, il l'assimile à la fois au premier monde et au deuxième monde, parce que ça se mélange, et le côté gauche, il l'assimile à la fois à la fin du deuxième monde et au troisième monde, et l'un dans l'autre, ça s'entremêle. J'aime bien le voir comme ça. J'aime bien aussi voir les trois parties, parce que tout simplement, Oda a découpé avec ces 3 cahiers là en haut. Il a très clairement pris parti de mettre ces 3 cahiers là en haut pour représenter 3 distinctions, quoi, 3 parties. Donc il y a peut-être une volonté derrière de nous guider vers ok, il faut que vous le voyez en 3 parties. Et en plus, ça aide à bien faire le côté chronologique, parce qu'il y a une chronologie dans cette fresque où bien sûr on commence par avant et on continue ici, on va vers le après. Les Japonais lisent de droite à gauche, donc bien sûr on lit ça de droite à gauche. Et pour moi, l'un se
se mélangent dans l'autre, comme ça, et ça se lie avec une chronologie. Alors, ça se lie avec une chronologie, mais en même temps, ça se lie en un tout, en une fois. Pourquoi je dis ça? Parce que, ok, il y a cette chronologie qui est faite, et on a les 3 mondes qui sont des 3 temps dans le calendrier, mais en même temps, si on regarde bien la fresque, chacun des personnages qui est représenté sur cette fresque n'est représenté qu'une seule fois. Si je prends l'exemple, le meilleur exemple que j'ai, c'est Nika, ou le dieu soleil en tout cas, qui est représenté ici. Pourquoi? C'est logique, parce que c'est vraiment l'apothéose de son histoire et le point culminant de là où il est le plus important. C'est le 3e monde, il est en train de mener le monde vers sa fin, et il fait sa grande guerre au final, tout est centré sur lui. Le 3e monde est centré que sur le dieu soleil, c'est juste lui en particulier, donc c'est logique qu'on le représente à ce moment-là. C'est le plus important pour lui de tout, c'est la résolution de tout. Pourtant, il est aussi cité dans le 1er monde, mais on ne le voit pas, il n'y a aucune représentation du dieu soleil dans cette partie-là de la fresque. Il est représenté qu'une seule fois. Et pour moi, je viendrai dire, peut-être que je le mentionnerai plus tard, mais beaucoup de gens citent ici que chacune de ces personnages ici, chacun de ces personnages représente des personnes particulièrement dans One Piece. On pense à Loki, on pense forcément à Luffy, à Emmett, à King, tout ça, aux géants, à Shirahoshi, etc. Je suis pas trop de cet avis, et j'entends, bien sûr, je veux pas le rayer complètement, c'est peut-être le cas. J'entends très bien la théorie des fous du bus du Mont Corvo qui veulent bien sûr que on soit en train de maintenant d'écrire l'histoire, etc. Ils me perturbent énormément le Mont Corvo avec leurs trucs, parce qu'ils ont des arguments aussi qui sont pertinents, et j'ai pas non plus envie de mettre une croix et dire non, vous avez faux, etc. Mais en même temps, c'est pas vers ça que je m'oriente non plus. Je suis très curieux par rapport à cette théorie-là. Mais bref, pour moi, ce ne sont pas spécifiquement des gens qu'il faut pointer du doigt. Là, c'est pas forcément Loki qu'on voit, mais plutôt la représentation des géants antiques. Le fait qu'il soit beaucoup plus grand que le géant qui est ici, c'est pour moi le géant antique. Il a les grandes longues, etc. Ça, c'est un géant tout court, un géant normal. Ça, c'est les hommes poissons et les rois des mers et etc., les lunarians et tout. Donc, et les minx. Bref, on a un peu tous les peuples qui sont représentés, mais c'est des représentations des peuples, mais pas spécifiquement d'une personne en particulier. Voilà. Donc ça, c'était la vision globale que je peux avoir de la fresque. Ah, une dernière note que j'ai faite, là je sais pas où aller avec ça, parce que je vois pas qu'est-ce que on peut en tirer, mais je pense que personne vraiment l'a noté. En tout cas, j'ai vu personne le mentionner, mais nulle part sur cette fresque est-ce que l'on voit des pouvoirs de fruits du démon. Mis à part Luffy, Nika ici, qui a effectivement le bras long, et on peut penser au fruit de l'élasticité, là, de la gomme-gomme, là, il est élastique, etc. Ok. À part ça, est-ce que ailleurs on voit une représentation d'un pouvoir du fruit du démon? Alors je sais qu'il y a des Anglais qui théorisaient comme quoi ça, c'est pas de l'énergie, ce sont des fruits du démon, les petites soleils là qui passent. Là pour le coup, je suis pas d'accord. c'est clairement de l'énergie et pas des fruits du démon. Mais bon, bref, ça c'est leur croyance. Mais à part ça, moi je ne vois pas de représentation de pouvoir du fruit du démon dans toute cette fresque. C'est pas du tout ce qui est représenté. Donc je pose ça là, c'est une observation que j'ai faite là-dessus. Ceci étant dit, je vais commencer moi par scinder la fresque en deux et d'essayer d'analyser chaque côté, parce que je vois un parallèle à faire sur chaque côté. Premier truc que j'ai noté, c'est la distinction entre la lune et le soleil. On a d'un côté clairement la lune avec aucune représentation de soleil, quoi que ce soit, nulle part, et de l'autre côté, le soleil qui est clairement visible et tout, alors qu'il n'y a pas de lune du tout. Et pour moi, je pense qu'il y a quelque chose à creuser entre cette opposition lune-soleil partout dans One Piece en fait. Et d'ailleurs des fois c'est une question que je me pose où jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Est-ce que la réunification à la fin et tout, ce serait pas la réunification d'un représentant de la lune et du soleil? Est-ce que pour l'instant ils sont séparés, ils ne peuvent pas se voir parce que jour, nuit, etc. Il y a vraiment cette distinction là, et qu'à la fin, lorsqu'ils peuvent se croiser à nouveau, lorsqu'ils peuvent se réunir, il n'y aurait pas une réunification à la fois de la lune et du soleil? Le fait qu'encore une fois Red Line soit haut de 10 000 mètres et que du coup ça crée une grosse séparation, est-ce que ça fait qu'on ne peut pas à la fois voir la lune qui se lève et le soleil qui se couche en même temps dans le ciel, parce que y a ce Red Line qui bloque tout, qui cache tout, et donc voilà, ça crée cette distinction là, et que quand on détruirait on pourrait revoir la lune et le soleil en même temps? Est-ce qu'il y a une notion d'éclipse qui va venir à un moment? Ça peut-être chercher un peu loin ça. Bref, je pose ça là, et voilà, à élaborer en commentaire bien sûr sur tout ça. L'autre distinction, le parallèle que je vois ici, c'est le parallèle fait entre la Terre
et la mer. Ici, on a beaucoup de terrestres. Tout le sol et tout qui est ici, et les gens sont à pied, hein, bien sûr, alors que là, tout le monde est en bateau, il n'y a plus de terre, c'est que la mer partout. Donc ça, c'est une autre distinction que je fais, et je reviendrai plus tard sur le côté terre qui est ici. Il y a la distinction entre la pluralité des ethnies. Ici, on a presque que des hommes, et l'humanité, quoi. Alors que là, on a toutes les races, toutes les espèces, géants, poissons, monstres, robots et tout. D'ailleurs, quand je dis que je n'assimile pas toutes les races à une personne en particulier, beaucoup de gens disent que ça c'est Emmet. On pourrait argumenter qu'il n'y a qu'un Emmet, mais on n'en sait rien en fait. On ne sait pas à quel point il n'y aurait pas une armée d'Emmet ou de plein d'autres robots géants comme ça qui existent. On sait très bien que sur la Lune, Ener a trouvé l'armée des Spacies qui sont tous une armée de mini-robots électriques, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas à l'échelle des mini Spacies qui sont là parce qu'il y a moins de ressources sur la Lune peut-être, sur Terre il y aurait plus de ressources, ils auraient fait une armée de robots mais plus grand, j'en sais rien, et que ce soit oublié parce que siècle oublié, possible. Donc bref, je m'éloigne, mais bref. Donc ici, tout plein une pluralité d'ethnies en fait, de races. Or là, c'est quasiment que des hommes. Je dis quasiment parce que il y a deux trucs qui me dérangent. Il y a d'une part ici un ange que je ne sais absolument pas ce qu'il fait là. J'aimerais bien avoir une explication de sa présence. Et il y a des créatures, genre des animaux qui sont ici, donc qui ne sont pas des hommes bien sûr. Mais donc voilà. Dernier point de comparaison que j'ai entre les deux, c'est la présence des machines, où là on a bien sûr une zone industrielle, des machines, des engrenages, des machins et tout, qu'on ne retrouve absolument pas là, de ce côté-là. On est sur vraiment des technologies très rudimentaires, on est sur des bateaux à rame et à voile partout ici. Et là, non, on a vraiment tout ce côté machine et tout, qu'on retrouve beaucoup sur ce côté-là, vraiment le plus à droite, beaucoup moins à gauche de la partie droite. Donc encore une fois, cette idée que ça se mélange l'un dans l'autre, et qu'en passant de ce côté-là, on est de moins en moins de technologie, de machines, de trucs et tout. Et la mention ici de cette arche où même les bateaux, ici les bateaux sont vraiment juste énergie du vent et de l'huile de coude, et là on est sur une arche avec des hélices qui volent, et qui est donc un peu technologique quand même. Voilà. À partir de là, je vais plus analyser dans sa globalité la fresque, mais plus des points précis. Notamment le fait que, donc là clairement, ce qui est montré, c'est la surexploitation des ressources naturelles, et même des ressources fossiles dans la Terre de l'homme. Parce que pour moi, ces hommes sont clairement en train de descendre dans la Terre, récupérer une forme d'énergie qui remonte avec là-dessus, et qui viennent alimenter leur industrie et leurs usines, etc. avec. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour moi, il y a des gens qui disaient que cette espèce d'auréole qu'on avait au-dessus, c'était une lumière pour qu'il s'éclaire en bas ou quoi. Pour moi, c'est juste un plateau. Je mets ça n'a pas d'importance, mais pour moi, c'est juste un plateau ou quelque chose qu'ils ont pour récupérer l'énergie et la mettre dedans, quoi. Une coupelle, quoi, en gros. Et en dessous, dans la Terre, j'imagine très bien l'énergie, la source d'énergie qui puise comme étant le noyau terrestre, qui est comme une sorte de soleil interne à la planète, quoi. Et c'est ça qui remonte. C'est un trou creusé dans la terre, et donc creusé dans la terre, c'est-à-dire que de chaque côté c'est la terre, ici c'est la terre et là c'est la terre. J'en viens progressivement à parler de cette forme-là que beaucoup décrivent comme étant Zunesha, parce que ça ressemble à un éléphant, il y a une forme de trompe qui est ici. Et de mon point de vue, ce n'est pas Zunesha. Et Zunesha n'est pas présent dans cette fresque-là. Pourquoi ? Parce que cette forme-là n'est pas pour moi la trompe de Zunesha, mais un bateau tout simplement. On a exactement la même forme qu'on a sur tous les autres bateaux sur la proue ici, ou la poupe, je sais plus quel côté, et on a surtout les rames qui sont présents sur tous les bateaux. À chaque fois qu'on a un bateau, on a des rames ici. Et c'est typique de tous les bateaux qu'on voit, et là on les a aussi. Donc pour moi, clairement, ça c'est un bateau. De plus, Zunesha, forme d'un éléphant, je veux bien, moi je veux bien voir un éléphant là-dedans, mais c'est pas si clair et évident que ça. Or, tout le reste, sur les dessins d'Oda, sur n'importe quoi, tout le reste est sans ambiguïté. On voit un truc, on sait que c'est ça. On voit ça, le cercle ici, on sait que c'est la Lune. Personne va dire, non, en fait, c'est peut-être on peut imaginer la Lune, mais on pourrait... Non, c'est la Lune. N'importe quel truc, on sait que c'est ça. Là, Zunesha, je suis désolé, ou un éléphant, je le devine, l'éléphant. Mais j'ai pas... Il peut y avoir une ambiguïté. Je peux pas dire clairement, c'est Zunesha, sûr, certains c'est un éléphant, on est sûr. De plus, Zunesha, donc du coup, il serait pas présent dans la fresque.
est-ce que ça pose vraiment un problème? Parce que il y en a beaucoup qui disent ça m'embêterait que Zunesha ne fasse pas partie du tableau parce que c'est quand même un élément important. Zunesha est important, je suis d'accord. Il a fait sûrement une énorme bêtise, il le paie, il a sûrement une énorme importance dans le passé. Mais dans quel passé? Dans quel référentiel? Pour moi, Zunesha a une très grosse importance pendant le siècle oublié. À ce moment-là, au milieu de cette guerre, Zunesha a une importance capitale. Mais à l'échelle du monde entier et de l'histoire de One Piece complet, du monde de One Piece en entier, depuis l'an 0, on parle de l'an 0 ici, est-ce que Zunesha a une telle importance? Est-ce que là, dans les textes, lorsqu'on les raconte, on raconte la guerre, mais on ne s'attarde pas sur tous les détails et les intrications de ce qui est impliqué dans ces guerres-là. Zunesha en fait sûrement partie, et il est important à l'échelle de cette guerre-là et du siècle oublié, mais il n'est pas important, ce n'est qu'un détail à l'échelle de l'histoire du monde entier. Et donc, pour moi, c'est pas grave qu'on ne voit pas Zunesha dans cette fresque-là. Je dirais pas plus parce que je vois le temps et j'ai pas non plus énormément plus de temps. Enfin, j'ai encore du temps, mais j'ai beaucoup de trucs à dire encore. Donc là, on a du coup à l'intérieur l'Arche Noah. Clairement, et il n'y a pas de question à se poser. L'Arche Noah, revoyez les chapitres de One Piece, comparez le design de l'Arche Noah à ce design qui est là, et là pour le coup il n'y a aucune ambiguïté. La forme de la proue qui est ici, la forme des arches là qui constituent la coque, avec le trou là sur le côté de la coque, et au milieu, tout est identique au design de Noah. C'est Noah. Mais par contre ça me soulève une question. Alors, outre la question de l'ange qui est à côté, là je ne comprends pas pourquoi il y a cet ange là. En live, là je viens de trouver une raison peut-être. Je sais pas. Bref. Mais ma question c'est que pour moi, alors là clairement on a un parallèle avec l'histoire biblique de l'arche de Noé qui voulait reprendre un couple de chaque espèce d'animaux sur Terre pour les préserver du déluge, etc. Donc ok, on est d'accord avec ça et c'est ce qui est représenté ici. On a un couple à chaque fois d'animaux, d'humains, de machin. C'est pour ça que je pensais en fait que là c'était peut-être ça représentait les anges. Enfin les anges, les personnes zélées dans One Piece. Mais pourquoi il n'y en a qu'un seul et c'est pas un couple? Et bref, ça soulève d'autres questions. C'est pas, je suis pas confiant avec ce que je dis là-dessus. Mais ma question, c'est que, ok, parallèle avec le christianisme et avec l'arche de Noé, on sauve les couples de créatures du déluge et tout, mais dans One Piece, pour nous, l'arche de Noah, elle est liée aux hommes poissons. Elle est liée à la promesse qu'a fait Joy Boy aux hommes poissons de les sauver en les menant grâce à l'arche Noah dans le monde pour vivre avec les humains. Où est-ce qu'on voit des hommes poissons ici? Il y a 0 homme poisson là autour. C'est bon, je comprends. On est sur complètement autre chose. Et d'ailleurs, on est dans les terres. On n'est pas dans la partie des flots où il n'y a pas de terre ici. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, mais ça, le fait qu'il n'y ait que des flots ici et plus de terre, ça me confirme encore dans l'idée que ici, dans le deuxième monde, le cataclysme, c'est la montée des eaux et pas la création de Grand Line. Et le fait qu'ici, on voit plus de terre, justement, que ce soit que de la montée des eaux. Alors, ça m'embête parce qu'effectivement, Vegapunk insinue dans ce qu'on a dit que la montée des eaux serait due aux armes antiques, mais ce qu'il dit précisément, c'est que il explique la montée de 1 mètre qui est au courant de lorsqu'il est en train de parler par la destruction de Lulusia en utilisant Mother Flame. Là, il explique la montée des eaux de 1 mètre de par cette utilisation d'armes antiques à ce moment-là. Ce qui implique pour nous, on en fait la déduction que il y a au siècle oublié, c'est les armes antiques qui ont provoqué la montée des eaux. Mais on n'en sait rien. Et si ça se trouve, c'est un dieu de la mer qui était en colère et qui a créé la montée des eaux d'une autre manière. Si ça se trouve, c'est pas les armes antiques. Parce que là, l'utilisation d'une arme antique comme Uranus à Lulusia, ça fait monter la mer que de 1 mètre. Ok, on peut comprendre l'implication, tout ça, la montée des eaux, on fait le lien. Mais là, on parle de 200 mètres d'un coup, il y a 600 ans. Enfin, il y a 800 ans, il y a 900 ans, le siècle oublié. Donc, pour moi, que ce soit pas lié aux armes antiques, parce que les armes antiques, s'ils font monter à chaque fois on les utilise que d'1 mètre, un dieu qui ferait monter la mer de 200 mètres, ça serait beaucoup plus plausible. Bref, fin de parenthèse sur tout ça. Ici, du coup, moi, ça me fait dire que l'arche Noah, elle existe depuis bien avant le siècle oublié. Elle a été créée potentiellement dans le premier monde, même clairement dans le premier monde, je pense. C'est peut-être même, dans ma théorie, la réponse du dieu soleil aux esclaves qui se mirent à prier. Peut-être que ça a été déjà créé à ce moment-là, à parallèle biblique avec l'arche de Noé, pour sauver du déluge, de je sais pas quoi, du serpent de flamme infernale, j'en sais rien, mais essayer de sauver les esclaves à ce moment-là.
par le dieu soleil qui aurait déjà à cette époque-là créé l'arche Noah ici. D'où le fait qu'on voit voilà tous les hommes et les couples machin et tout, référence biblique avec le christianisme, mais qu'on ne voit pas d'homme poisson ici, on est sur Terre. Donc ça c'est un truc clairement que je voulais noter. Quoi d'autre? L'arche d'en haut qui est au-dessus, pour moi j'associe ça à l'arche, je n'associe pas du tout ça à l'arche Maxime. Beaucoup de gens pensent à l'arche Maxime, ça a été beaucoup débunké par les youtubeurs comme quoi ça ne correspond pas, parce que l'arche Maxime, lui, il a été fait par Ener, et donc ça correspond pas en termes de timeline. Là on est sur beaucoup plus ancien que ça, mais même il y en a qui disent que Ener se serait basé sur des plans qu'il aurait récupérés pour créer l'arche Maxime. Pour moi ça c'est Uranus. Pour moi ça c'est Uranus. C'est l'arme antique Uranus qui fait les éclairs et qui a été utilisé, comme on est à moitié avec le deuxième monde ici dans la fresque, c'est Uranus. C'est une arme technologiquement avancée qui flotte dans les airs, qui vole avec une technologie, tout ça, et qui lance des éclairs pour détruire sur le sol. Donc pour moi c'est Uranus. Après, mon truc d'Uranus, ça voudrait dire que ça, je sais pas, est-ce que ce serait utilisé dans le premier monde pour détruire le sol, détruire la terre et en extraire les ressources? Non, pas trop. Je pense que c'est séparé de cette symbolique-là où les hommes surexploitent les ressources naturelles. Là, c'est clairement défini ici. Pas besoin d'en rajouter une couche. Là, pour moi, c'est Uranus, qui est une arme antique. L'éclair qui frappe l'arbre, c'est pour dire qu'effectivement, ça détruit et ça fait des dégâts sur la nature et le monde. Tout comme quand on a décrit les armes antiques, on dit les armes antiques, c'est des armes qui sont capables de détruire une île entière, un monde entier, en un claquement de doigts. C'est très très dangereux et ça fait beaucoup de dégâts. Et ça, c'est pour vraiment justifier que c'est une arme antique, que ça crée beaucoup de dégâts, et comme ça vole et que c'est dans les airs et ça, pour moi c'est Uranus, c'est ça, Pluton, ou alors Pluton, bah, c'est une arche aussi, hein, c'est un bateau. Non, c'est Uranus du coup. Voilà. Je l'ai pas mentionné ici, mais comme on est sur la fresque, je reviens sur les deux créatures qui sont ici, qui très clairement symbolise donc le dieu de la terre et le serpent aux flammes infernales. Tout ça parce qu'ils disent que ils s'allièrent entre eux et ils unifièrent leurs forces. Donc les deux flammes qui sont tous les deux en train de se cracher l'une dans l'autre pour en faire qu'une, ça implique l'unification de leurs forces respectives. Mais là où je diverge avec pas mal de youtubeurs, c'est que pour eux, ça ce serait le serpent aux flammes infernales, c'est un serpent, hein, c'est une longue forme comme ça, et ça ce serait le dieu de la terre. Alors je peux comprendre le dieu de la terre parce qu'il y a l'arbre, mais comme il vole, c'est bizarre pour moi. Le dieu de la terre qui serait un animal volant, c'est bizarre pour moi. Par contre, je peux bien voir ça en serpent des flammes infernales, parce que cet animal volant ressemble à un dragon. Et qu'est-ce qu'un dragon? Un dragon, c'est un serpent ailé qui crache des flammes. Pour moi, ça correspond très bien à cette définition. Donc pour moi, ça, ce serait le serpent plutôt, le serpent des flammes infernales, qui ne serait pas un dieu. Et du coup, on aurait peut-être des dieux de chaque côté de la fresque, je sais pas. Ça, je sais pas trop de quoi en penser. Est-ce que c'est Im, est-ce que c'est un dieu? Je sais pas trop en quoi en penser. Mais ça, c'est clairement pour moi le serpent des flammes infernales. Et donc ça, c'est le dieu de la terre, et c'est très logique pour moi que ce soit le dieu de la terre. Ça reprendrait le Redline, le côté Redline ici, mais surtout, là, j'ai dit qu'on était sur de la terre partout. Et ce dieu-là, c'est un prolongement de la terre qui se mêle avec les constructions humaines qui se font sur lui et qui le blesse. Du coup, les croix, ce seraient des blessures de toutes les constructions et de la zone industrielle qui est en train de se créer, mélangée avec son corps et tout ici. Donc vraiment, il est en train de subir les dégâts de la construction des hommes dessus et d'exploitation de ces terres. Donc pour lui, on est en train de creuser dans son propre corps, un trou dans son propre corps au dieu de la terre, pour venir exploiter des ressources en son sein. Et de fabriquer des choses sur lui, dans lui, le blesser et tout, pour moi, ça, c'est le dieu de la terre qui est représenté ici. Et qui est donc blessé de toutes parts. Voilà.
J'ai noté, bon, il y a les lunes, on note effectivement les deux lunes qui sont derrière, de lunes ou planètes ou autres mondes qui sont derrière, qui sont très différentes l'une de l'autre. Il y en a une qui a le même symbole ceinture que celui qu'on trouve sur le serpent, où là, je sais que les gens mentionnent ça comme étant Redline, ou une chaîne de montagne, ou je sais pas quoi. Je sais pas trop quoi en penser. D'ailleurs, si vraiment c'est Redline ou quoi, est-ce que ça aiderait à avoir une signification du fait que les croix, qui pour moi représentent des blessures de la Terre, soit l'une en face de l'autre à chaque fois, par rapport à cette ligne-là. Ça, c'est une question que je pose ouverte encore une fois. Mais je reviens sur ça, donc il y a la même bande ici qui représente peut-être l'épuisement des ressources, le fait que voilà la Terre est marquée d'une cicatrice, ou qu'elle est blessée, ou je sais pas quoi, ou qu'elle est entaillée profondément, et que ici par contre sur cette Terre-là, vous le verrez sur une version plus lisible, mais il y a ces espèces de nuages ou d'étoiles ou quelque chose qui ressemble, qui rappelle beaucoup les petits soleils qu'on a ici d'énergie. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Est-ce que ça voudrait dire que là on aurait un monde plein d'énergie et de ressources encore inutilisées, très foisonnante d'énergie, et que là non, ce serait tout épuisé, usé? Je sais pas. Je sais pas. Et donc quoi penser de cette lune qui est là par contre, tu vois, par rapport aux autres derrière, je sais pas non plus. Je suis perturbé aussi par, là on rentre un peu vraiment dans la partie autre réflexion, notes et questionnements ouverts que j'ai à faire. Je parlais de l'ange, c'est la grosse question que j'ai. Ici, pourquoi est-ce qu'il y a des bateaux au sein de la Terre, alors qu'on est vraiment que sur la Terre? Je ne comprends pas le fait d'avoir mis des bateaux ici. Ça, c'est vraiment une question que j'ai ouverte, pourquoi il y a des bateaux là. Cette personne-là, qui est là, que beaucoup associent à Im. Je veux bien aussi l'associer à Im. Le côté robe, tout noir foncé comme Im, la couronne avec 3 pointes comme Im. Alors la couronne n'est pas noire, Im elle est entièrement noire, couronne comprise normalement. Donc il y a ce point qui diverge. Mais on a cette représentation-là, et Im est censée être une humaine aussi. En tout cas, on la voit en taille humaine. Et la taille est très bien respectée sur toute cette fresque. Hein. La taille, que ce soit les humains qui sont ici, par rapport aux géants qui sont plus grands, et les Tontata qui sont tout petits et tout, on a une représentation des échelles de taille qui est vraiment bien en termes des races. Peut-être que c'est ça qui pourrait indiquer que ça, ce sont des dieux à côté, ou des grands monstres ou qu'autre, mais sinon pour les créatures, les personnes, les races, la taille est représentée. Donc là, est-ce que ça pourrait être Im? Je veux bien le croire. Mais pour moi, comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a qu'une seule représentation de chaque entité. Donc si ça c'est Im, déjà ça le fait dire qu'on est en train de personnifier une des personnes, et j'ai dit que je ne personnifiais pas les différentes races. Là c'est pas Loki par exemple, donc ça, pourquoi est-ce que ce serait Im? Est-ce que ce ne serait pas plutôt la représentation d'un titre ou d'un état ou de quelque chose, tu vois, donc c'est plutôt ça que je mets pour cette personne-là. Et si c'est Im ou quoi, lui ce serait qui? Parce que nous on représenterait ça comme Im, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent que ça c'est Im, ou ça c'est plutôt peut-être un des dieux, le dieu de la mer peut-être, parce qu'il est dans l'eau et que là il y a de l'eau partout, il est il a pied ou autre, peut-être ce serait le dieu de la mer celui-là. Je sais pas. Le truc, c'est pourquoi est-ce qu'on rassemble ça sur Im, ou en tout cas le gros méchant de la fin, quoi. C'est parce que c'est le gros méchant de la fin. C'est lui qui détient le Mother Flame qui est là, ou le soleil. Pourquoi je dis Mother Flame? Parce que pour moi, ça implique que tout le monde se réunit contre cette espèce de source d'énergie qui finalement est réapparue à la fin. Ça implique pour moi que dans le futur de One Piece, le Mother Flame qu'a créé Vegapunk va être revolé par Im, ou par le Gorosei, ou en tout cas les grands méchants de fin. Ça va être récupéré par ça. Pour l'instant, tel qu'on l'est dans l'histoire, c'est côté gentil. Mais ça implique qu'à l'avenir, ça sera récupéré par les méchants, le grand méchant de la fin, que avec son bras au-dessus là et les espèces de petits flocons de puissance, d'énergie, comme ici, il sera utilisé. Il sera utilisé dans la Grande Guerre, l'énergie qui est là, parce que c'est la source d'énergie, ce soleil-là, et ça c'est l'énergie qui en est extraite, comme on voit ici. Cette source d'énergie sera utilisée dans la guerre contre toutes les espèces qui sont là, et que eux vont se rebeller contre. Donc là, Mother Flame va être compromise à un moment, va être récupérée d'une manière ou d'une autre par le gouvernement ou par Im-sama ou autre. Et ça, est-ce que c'est Im? Est-ce que c'est un des dieux qui va se remanifester à la fin de l'œuvre? Je pense pas, parce que c'est juste le dieu soleil qui est mentionné ici. Mais c'est très cryptique ça. Surtout que c'est ailé. Im, même si on les transforme en monstres ou quelque chose, on la voit pas de manière ailée. Donc je sais pas. C'est ailé et cornu. Voilà. Donc ça ce sont mes théories là-dessus. J'ai pas trop de ce côté-là, pas trop de choses à dire. Interrogation surtout sur le côté pluie. Pourquoi la pluie ici?
Qu'est-ce qu'elle représente cette pluie? Elle a une chose il y a un truc intéressant. Est-ce qu'on va revenir sur cette notion de dance powder qu'il y avait à Alabasta, parce que voilà, ça me fait penser au côté pluie avec la dance powder. Ici, je suis à peu près d'accord avec le côté Gorosei, les 5 représentants, et le 6e qui est là, qui descend. Est-ce que c'est pas la mort de l'autre là qui est mort sur Egghead et qui est remplacé du coup derrière par Figarland? Peut-être, moi j'aime bien cette théorie-là, je n'ai pas trop quelque chose à dire dessus. Et le reste, voilà, c'est l'unification des peuples contre eux, contre ça représente chaque peuple distinctement. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus à dire sur tout ça. Je suis en train de vérifier un peu mes notes pour voir si j'ai pas oublié une notion. Je sais pas si c'est dans l'ancien enregistrement ou c'est dans celle-ci que j'ai mentionné le fait que le soleil et la lune, voilà, il y a une opposition entre les deux. Est-ce que le fait de à la fin ouvrir Redline, couper Redline, ça voudrait dire que le soleil et la lune pourraient se revoir, que le fait que Redline soit aussi grand, ça empêche quelque part physiquement de voir à la fois dans le ciel le soleil et la lune, le soleil qui se lève et la lune qui se couche par exemple, ou inversement. Et que donc la destruction l'ouverture permettrait de les réunir et qu'il y aurait un représentant de la lune et un représentant du soleil de ces entités-là qui pourraient de nouveau être réunifiés. Est-ce que ça veut dire qu'on aura une notion d'éclipse à un moment dans tout ça? Ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Un bateau au milieu, la pluie. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière Franky? Est-ce que Oda il nous balance un maximum d'infos de fou et on se perd la tête avec tout ça, mais qu'en fait il y a une clé incroyable qui unifie le côté droit et le côté gauche à travers les racines de cet arbre-là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'important derrière Franky? Ça, je pose la question. Mais ça me perturbe. Vraiment, j'ai envie de savoir ce qu'il peut y avoir derrière Franky ici. Et d'où viennent toutes les races? Une autre question aussi. C'est pour ça le point important que je faisais avec le souffle de vie, le souffle Privi qui est ici, et la naissance, là je faisais le lien avec la naissance. Est-ce que c'est pas là qu'on assiste à la naissance de toutes les différentes races qui sont là? Pourquoi est-ce qu'elles sont pas présentes de ce côté-là? Est-ce que c'est parce qu'elles naissent à partir d'ici, il n'y avait pas avant et il y a après? Et d'où ça vient? Pourquoi? Est-ce que ça vient des différentes lunes? Vous savez, quand on est dans l'arbre de la cognition à Ohara, et qu'il y a un énorme, comment on appelle ça, un mobile, un planisphère, j'en sais rien, où on voyait une structure où il y avait la Terre de One Piece, avec autour 9 lunes, ou astres en tout cas, qui volaient autour, 8 qui volaient autour, ça faisait 9 avec la planète elle-même. D'ailleurs, ça rappelle beaucoup le symbole le symbole des boucaniers ou de Nika ou de l'ancien royaume, j'en sais rien, ce symbole-là, avec un gros cercle au centre et 8 autres cercles autour. Ça rappelle beaucoup cette espèce de... Il y a la planète de One Piece et il y a les 8 astres qui tournent autour, ça fait 9 au total. Est-ce que ce serait lié à ça? Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Je partais sur quoi avec ça? Est-ce que toutes ces races-là viendraient des différentes planètes et des différents astres qui tournent autour du monde de la planète de One Piece? Peut-être pas, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de races qu'il n'y a de planètes, des 8 cercles qui y a autour. Il y a beaucoup plus même que celles qui sont dessinées là. Hein. Là, je vois pas de représentation des longs bras, des 3 yeux, de tout ça, ils sont pas représentés ici. Hein. Donc bon, il y a encore plus d'espèces. Mais on les voit pas là. Ou est-ce qu'ils existaient depuis le début, depuis même bien avant, mais là on est vraiment en train de se focus, comme je le disais pour Zunesha, ils n'ont pas vraiment d'importance dans le référentiel du monde entier à cette époque-là, dans cette histoire-là, parce que cette histoire-là, elle se focalise vraiment sur les hommes, la race humaine, qui a surexploité les ressources naturelles de la Terre. Et donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller représenter les autres races. Ça, encore une fois, question ouverte, j'en sais rien. Vraiment, j'espère que cette vidéo va vous faire naître des réactions contre ce que j'ai dit ou pour ce que j'ai dit, apporter plus de réflexion, parce que moi je connais pas non plus One Piece par cœur de tête. Je me mets à faire ces réactions sur cette nouvelle chaîne hein, qui est toute nouvelle. Est-ce que j'en ferai plus? J'aimerais bien, ça me botte de fou. Vous savez, j'ai passé 2 heures, enfin j'ai passé une après-midi entière, enfin même plus, juste d'enregistrement, et là je sais pas encore
encore combien de temps va me prendre le montage si j'en fais un, etc. Bref, j'ai mis énormément de moi parce que ça me passionne de fou, hein. Je me suis pris comme rarement à faire cette analyse-là et j'ai vraiment envie de partager toute cette analyse et mon avis à moi, plutôt que de juste mettre en commentaire ou de faire un post Reddit ou quelque chose qui sera peut-être pas forcément lu par beaucoup. Là, j'ai vraiment envie de créer une interaction avec une communauté des gens. Donc, si ça vous touche, si vous êtes intéressé, si voilà, ça vous plaît, dites-le moi. Faites monter la chaîne, des likes, des partages, des commentaires, etc. Surtout les commentaires argumentés, quoi. Tout en toute bienveillance, hein. On n'est pas là pour dire que c'est nous qui avons raison, qu'on a mieux compris que machin, que c'est lui qui l'a dit, que je veux pas de guerre avec les autres, hein. Moi voilà, je veux juste essayer de créer une petite communauté où on peut en discuter. Je fais mes vidéos et tout ça et potentiellement même des lives derrière, hein. J'ai pas vraiment eu le courage de me lancer sur un live, surtout si pour une nouvelle chaîne où personne ne va me voir et va connaître, je vais parler dans le vide, mais oui, je suis intéressé même de prolonger ça sur des lives, hein, si ça vraiment ça prend, ça marche et que ça prend des trucs, et même potentiellement plus tard, pourquoi pas d'autres mangas que One Piece. Moi j'aime beaucoup One Piece, mais je suis ouvert à d'autres mangas ou même à d'autres réactions sur, j'en sais rien moi, des trucs de Arcane, d'autres trucs, pourquoi pas. Mais c'est, voilà, à long terme, si jamais on voit ça en grand. Là, vraiment, ce qui me prend la tête, vraiment, c'est One Piece et cette fresque, le monde, et je sens que on va avoir de quoi, du moudre à graindre, du grain à moudre, pardon. Genre, fin de journée. Parce que Oda, il passe pas la seconde, là, il passe la 6e, la 8e. Donc, il y a beaucoup plus d'infos qui arrivent et on va avoir beaucoup plus d'informations à traiter et à discuter. Donc, ouais, très intéressé, très motivé par la suite. On verra si ça prend ou pas, hein. Je me lance, j'essaye, et puis si ça fonctionne pas, tant pis, hein, je resterai dans mon coin et je regarderai comme je le fais jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il n'y a rien d'autre trop à dire. J'espère que je vais pas me faire strike. Sinon, je trouverai un autre moyen de le faire. En vrai, hein, j'ai pensé aussi au fait de redessiner ça. Je sais qu'il y a un anglais, il y a Teking101. C'est un anglais aussi très grand youtubeur là-dessus. Bon, je suis pas trop fan de ses analyses, mais j'ai regardé par curiosité, là, avec un truc aussi gros, qu'est-ce qu'il allait dire. Et lui, il a redessiné carrément le truc à la main. Ça m'a traversé l'esprit, j'ai eu un peu de motivation et puis ça m'a abandonné. C'est trop long, j'ai vraiment envie d'être hyper précis sur tous les trucs et tout, donc bon, non. Mais s'il faut en arriver là pour pas se faire strike, pourquoi pas, quoi. Bon, je jette ça en l'air, j'ai plus vraiment le temps, il faut que j'y aille. Mais je vous dis peace comme Goji. Je vous dis aussi comme le chef Otaku, One Piece, c'est la vie. Parce que c'est la vie, que la passion vous guide, comme le chef Otaku. Ouais, je vais faire un mélange un peu tout le monde. Non, surtout portez-vous bien. Ça c'est Nina 2119 qui le dit, mais j'aime beaucoup. Surtout prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Salut les gars, salut les bros ou les nakamas.